Après plus d'une quarantaine d'heures de jeu, Final Fantasy VII Remake s'arrêtera devant vos yeux, ébahis, avec une fin ma foi assez déconcertante. Et c'est pour cette raison que cette vidéo a été créée, pour que nous puissions débattre ensemble des implications de telles révélations. Je précise que cette vidéo est garantie avec énormément de spoil, car oui, aujourd'hui, nous parlons de la fin de Final Fantasy VII Remake en bien plus que 180 secondes. Mettons tout le monde à niveau en résumant ensemble cette fin que vous avez découvert, que vous venez peut-être volontairement vous faire spoiler sur cette vidéo. Après le sauvetage d'Aeris de la tour Shinra, le groupe d'Avalanche se retrouve confronté aux Fillers, ces serpillères qui sont censées protéger le destin de l'histoire de Final Fantasy VII en s'assurant que les événements du Final Fantasy VII original se produisent. Ces Fillers donc sont déchaînés par la présence de Sephiroth. Au fil du combat, des flash-forward de Final Fantasy VII original traversent les pensées des personnages principaux, mais en abattant l'entité reliée aux Fillers, le destin est modifié. On entreaperçoit alors Zack qui est sauvé là où il aurait dû mourir, et la suite du jeu dans les prochains volets promet de ne pas suivre à la lettre l'intrigue originale de Final Fantasy VII. Voilà, donc là où on pouvait attendre une fin sur la séparation de Midgar après avoir sauvé Aeris de la tour de Shinra, c'est à peu près au moment défini que se finit ce Final Fantasy VII Remake avant l'arrivée du monde ouvert. Sauf que ces révélations de fin n'étaient pas présentes étant donné que les fillers n'étaient pas présents dans le jeu original. Reprenons ensemble les détails de cette fin. D'abord les flash-forward. Red 13 voit en flash-forward, lui-même avec des potentiels enfants de sa race de chiens légendaires, traverser des contrées désertiques. C'est en fait la fin de Final Fantasy VII original, la scène post-générique qui doit se passer un siècle après les événements du jeu original. Tout ça pour montrer le retour de l'écologie et de la nature sur les technologies après avoir sauvé le monde. C'est donc un clin d'œil tout à fait appréciable pour ceux qui connaissent le jeu original. Quant au flash-forward d'Aeris, c'est tout simplement sa mort, la mort attendue par l'intégralité des joueurs et tous ceux qui connaissent un peu l'histoire du jeu vidéo étant donné que ça a été un point important de la narration vidéoludique sur PlayStation 1. Ce qui sous-entend potentiellement que cette mort si emblématique serait possiblement évitable dans la suite de Final Fantasy VII, à voir dans la suite de ce remake. Mais là où la révélation est la plus importante, c'est sur la présence de Zack. Alors, je plains tous ceux qui n'ont pas joué à Final Fantasy VII original, parce que jusqu'à maintenant, c'était plutôt des clins d'œil fanservice. Alors que là, la présence de Zack vous perd complètement, étant donné qu'on ne vous en a pas du tout parlé dans le jeu, vous en a fait mention sans parler de son nom. C'est en fait, Zack, c'est le petit ami d'Aeris, son premier petit ami qui était donc soldat, et il y a toute une histoire très complexe avec Final Fantasy VII original que je vais vous spoiler, donc arrêtez cette vidéo si vous voulez découvrir l'histoire de Cloud et de Zack par l'intermédiaire des remakes de la trilogie potentielle de remake qui arrive. Attention, j'y vais. Zack est en fait un soldat qui était soldat à la place de Cloud, là où Cloud est persuadé d'avoir vécu la vie de Zack, vu que tous deux ont été contraints d'affronter Sephiroth lorsque celui-ci a pété un boulon et a détruit le village de Cloud. C'est d'ailleurs des flashbacks qu'on voit au fil du jeu, notamment de Tifa pleurant sur la mort de son père. Après avoir affronté Sephiroth, tous les deux sont en bien mauvaise posture, à moitié morts. Ils sont récupérés par Hojo qui leur injecte des cellules de Jenova et je crois que Cloud doit avoir aussi des cellules de Zack. En tout cas, c'est un méli-mélo. Tous les deux se réveillent 5 ans plus tard, dont Cloud avec des cellules de soldat qu'il n'avait pas initialement, avec ses expériences Jéhovah sur lui. Zack décide de revenir à Midgar pour retrouver Aeris, sauf qu'en chemin, il se fait intercepter par cette troupe de la Shinra, de soldats de la Shinra, que l'on voit. C'est des événements qui sont aussi racontés dans Crisis Core, le préquel sorti sur PSP. Et bien qu'il arrive à défoncer un nombre conséquent de soldats, il se fait avoir par les 3 derniers. En mourant, il confie son épée à Cloud en lui promettant de vivre pour lui. Et Cloud fait un méli-mélo dans sa tête et est complètement bouleversé par cette mort, mélangeant sa vie avec celle de Zack. C'est l'une des grandes révélations de Final Fantasy VII original à la fin du CD2 ou au milieu du CD2 en tout cas, qui bouleverse complètement Cloud. Donc si vous n'avez pas tout ça, c'est très compliqué de savoir qui est ce mec aux cheveux noirs avec l'épée de Cloud. C'est tout ce que ça implique. Et il semblerait que donc en battant les Fillers, le groupe d'Avalanche modifie le destin passé, présent, futur et sauve par conséquent Zack, ce qui fait un énorme bordel temporel étant donné que le personnage de Cloud tel qu'il a l'air
d'être dans le Final Fantasy VII Remake, a l'air d'avoir vécu ces événements, étant donné qu'il a l'air de mélanger dans sa tête son rapport à Sephiroth, étant donné qu'il est persuadé de l'avoir tué, etc., etc., etc. Donc qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça implique deux lignes temporelles différentes, qui fait que ceux qui viennent de faire a potentiellement sauvé Zack dans une ligne temporelle que nous ne verrons pas, ou en tout cas que nous ne verrons pas dans la logique narrative de Final Fantasy VII original, peut-être qu'il va y avoir des mélanges de dimensions. Est-ce que ça implique que en faisant ça, ils ont changé une seule et unique ligne temporelle et que par conséquent, ce que nous vivons depuis le début de ce Final Fantasy VII Remake est une ligne différente de l'original, ce qui pourrait abonder dans ce sens, c'est la présence des fillers absents de Final Fantasy VII original, et cette scène où Barrett se fait transpercer mais finalement est sauvé par les fillers. Ça implique énormément de choses. Déjà, ça implique une liberté de narration pour la suite de Final Fantasy VII Remake, ce qui justifierait que le jeu s'appelle Remake, étant donné que la suite ne serait pas un remake, mais un changement, un autre Final Fantasy VII. Et je me perds complètement dans l'explication, excusez-moi. Et ça implique aussi une métaphore plutôt maligne de l'attente des joueurs vis-à-vis de ce Final Fantasy VII Remake qui a la lourde tâche d'attirer des nouveaux joueurs, de répondre aux fanservice de ceux qui connaissent, et en même temps, tout en suivant à la lettre l'original, de surprendre un peu, parce que c'est pour refaire complètement le même jeu, bah ma foi, c'est pas, ça manque d'intérêt, dirons-nous. Donc moi je suis plutôt partant sur une réécriture potentielle. Et ce qui est plutôt malin, c'est que métaphoriquement, les fillers représentent les joueurs qui ont joué à Final Fantasy VII original, et qui par conséquent sont les gardiens du temple qui veulent que certaines choses se passent comme elles devraient se passer. Et à la fin du jeu, du coup, Cloud abat cette métaphore du joueur pour offrir un autre horizon et justifier même ce découpage en épisodes de Final Fantasy VII original. Sur cette fin du remake, moi j'ai eu une vraie sensation de fin de jeu, là où je craignais avoir un découpage grossier. En fait, on me justifie la fin de ce jeu en me disant « tu as joué à une version magnifiée de ton jeu d'enfance, maintenant on va continuer à utiliser ça comme une énorme base, mais on va pouvoir lui rajouter plus de choses, et le gardien du temple que tu es a profité de ce temple jusqu'à maintenant. Maintenant, partons sur une autre aventure. Alors, ce ne sera pas une aventure complètement différente, mais ce sera une aventure, ma foi, possiblement avec plus de richesse que le monde ouvert peut nous offrir. Après, à voir si ce sera bien. C'est une bonne idée parce que c'est surprenant, ça cherche à faire quelque chose de différent, et ça c'est plutôt couillu, et moi j'apprécie lorsqu'on a le courage de sortir des sentiers battus. C'est plutôt malin et finot de faire ce genre de métaphore avec le joueur, ça me fait penser à du Kojima, donc c'est plutôt chouette, et du coup ça offre une vraie finalité au jeu. Et pas cette impression de découpe qu'on pouvait craindre quand on nous a annoncé que le jeu ne comporterait pas l'intégralité de Final Fantasy VII original, mais seulement sa partie Midgar. Là où c'est potentiellement une mauvaise idée, c'est que personnellement, je trouve que Nomura est un scénariste exécrable. Il n'y a qu'à voir Final Fantasy XV, il n'y a qu'à voir Kingdom Hearts. Il est souvent capable de faire du compliqué avec du très simple. Kingdom Hearts, c'est le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amitié, et il a réussi à te mettre 16 organisations qui servent à mon cul sur la commode, à rien du tout. Et du coup, le 3 devenait n'importe quoi, et je pense que personne n'a aimé vraiment profondément Kingdom Hearts 3 comme une finalité à la saga tant attendue, alors que comme FF15 c'est des jeux qui ont eu 10 à 15 ans de développement, ou en tout cas qu'on les a attendus entre 10 et 15 ans, ce qui est beaucoup trop long pour un jeu, surtout lorsqu'il est loupé. J'ai un pote qui est un énorme fan de Kingdom Hearts, et même lui me disait c'est pas oufissime. Donc c'est pour vous dire que jusqu'à maintenant, en chara design, Nomura c'est lui qui était à la base de FF7, il n'y a pas de souci, en termes d'histoire, il nous a prouvé qu'il avait du mal à conclure. Donc d'avoir la prétention de reprendre l'histoire de Final Fantasy VII en disant je vais vous offrir un autre point de vue, c'est super. Est-ce que tu seras capable de faire aussi bon que l'original dans quelque chose de différent? C'est là où ça va être casse-gueule. J'apprécie la tentative casse-gueule, par contre à voir si c'est géré comme il faut jusqu'au bout. J'ai hâte de voir donc la suite de ce Final Fantasy VII Remake, j'espère que nous n'attendrons pas trop longtemps les autres volets, parce que je trouve que la suite est tellement teasée par des flash-forward, des flashbacks notamment sur les révélations de Cloud que vous n'avez pas si vous n'avez pas fait le jeu original. Donc même cette fin autour de la présence de Zack est complètement cryptique si vous ne connaissez pas le Final Fantasy VII original. Donc j'ai hâte que vous puissiez le découvrir, j'ai hâte de pouvoir le découvrir ensemble. Si je devais résumer du coup cette fin de Final Fantasy, je dirais que c'est une excellente idée originale qui devrait être poursuivie de manière habile et digeste sur la suite de la saga, dont on espère avoir des nouvelles très vite pour une sortie qui risque hélas d'être très éloignée.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu spéciale consacrée aux explications autour de la fin de Final Fantasy VII Remake. N'hésitez pas à en parler en commentaire, à me dire ce que vous avez compris de cette fin, ma foi, un petit peu cryptique, mais Nomura nous a habitués à bien pire, ma foi. Je vous invite aussi à pouvoir consulter les autres vidéos consacrées à Final Fantasy VII, dont la critique en 180 secondes sans spoil cette fois-ci. Bon, maintenant que vous êtes fait spoiler à foison, je vois pas l'utilité de vous le préciser, mais je vous le précise quand même. Et je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques et autres en 180 secondes ou bien plus.